Dans notre grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, Laurent Daudet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général, cofondateur de Lighton, première société européenne cotée spécialisée dans l'IA générative. Et avec vous, Jérôme Malzac, directeur de l'innovation, expert en IA générative chez Micropole. Bonjour. Bonjour. Micropole, je rappelle, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Alors, je voulais vous faire réagir en particulier à deux choses. D'abord, ces lunettes connectées, qui ne sont pas là depuis hier, qui sont là depuis longtemps, mais qui nous promettent maintenant monts et merveilles grâce à l'intelligence artificielle. On a notamment un nouveau modèle en préparation du côté de Meta. On a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent grâce à l'IA. Est-ce que vous vous dites, une des killer applications d'intelligence artificielle, pourquoi pas, ça peut être dans les lunettes? Alors, je pense Jérôme. très clairement que on va aller au-delà du gadget que peuvent représenter les Meta Ray-Ban qui sont sortis maintenant il y a quelques temps et dont la V2 arrive. Qui servent des caméras cachées à Laurent Baffy ou autre, ou à filmer ses vacances. Mais je pense qu'on est d'ores et déjà au-delà de ces simples applications. Je pense notamment à des applications comme chez Essilor Luxottica où ça sert d'aide auditive pour remplacer des dispositifs un petit peu plus voyants pour les personnes qui entendent mal. Vous avez également des applications sur les personnes malvoyantes pour les aider à les guider dans des endroits un petit peu complexes. Les lunettes filment l'environnement et le décrivent à la personne malvoyante pour lui permettre de se guider en sécurité. Ça, c'est des vraies applications qui existent aujourd'hui. Et demain, avec de l'intelligence artificielle embarquée, plus, au-delà de l'intelligence artificielle, des écrans, on va vraiment avoir des dispositifs personnalisés qui, peut-être, comme le fantasme nous laisse présager Mark Zuckerberg chez Meta, remplacera notre smartphone. Chez Google, ils sont un peu plus réservés, ça va être plutôt une extension du mobile, un peu comme notre montre connectée. Mais vous avez déjà des acteurs qui projettent des informations. Alors, Google avait essayé de le faire en 2011. Ça n'avait pas marché parce que la technologie n'était pas là. Mais il a vite retiré son... C'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup les Google Glass et le concept justement de ces visites guidées dans les musées qui passaient directement par les lunettes. Mais le grand public n'y a pas trouvé son compte, c'était cher. Mais parce que la technologie n'était pas là à l'époque, c'était il y a 12 ans quand même. Donc l'IA à l'époque n'était pas ce qu'elle était. Et donc du coup, le device ne fonctionne pas. Alors Jérôme, vous dites justement que ça va permettre aux lunettes de ne plus être un gadget, cette IA. Et moi, je me disais l'inverse. Je me disais, mais est-ce que l'IA, c'est pas le gadget ? Aujourd'hui, on nous promet que quand on va mettre de l'IA, ça va être extraordinaire. Oui, alors c'est effectivement possible qu'on soit encore à une phase où c'est simplement des early adopters qui vont utiliser ce type de device. Moi, j'ai tendance à penser que tant qu'on n'aura pas des vrais LLM embarqués sur ces devices-là, ça va rester relativement limité le type de fonctionnalité qu'on peut avoir. Parce que, expliquez-nous justement, qu'est-ce qu'on aura véritablement comme accès? On aura accès à quelle technologie d'intelligence artificielle dans ces dispositifs de lunettes? Actuellement, dans les modèles qui sont en train de sortir, il y a de la technologie, par exemple, pour faire de la traduction instantanée de discours. Mais ça passe très souvent par une connexion à votre téléphone va se connecter au cloud, le cloud va donner la réponse et ça va revenir, donc ça induit des délais, il faut être dans des bonnes conditions de captation, etc. Le futur, c'est que tout soit embarqué dans les lunettes, qu'on ait la capacité de calcul et faire tourner des gros LLM qui soient capables de faire vraiment l'extension, l'assistant dont vous avez envie, qui vous fasse de la planification de votre journée, qui vous aide à... Ça, c'est pas de la SF d'imaginer des grands modèles de langage embarqués dans des dispositifs aussi légers? C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. C'est pour demain, c'est dans 2-3 ans peut-être, on aura... Oui, ça viendra. La miniaturisation avance. Et de toute façon, quand vous regardez, il n'y a pas que Meta qui avance sur le sujet. Google relance. C'est passé un petit peu inaperçu. Il y a eu un TED Talk il n'y a pas longtemps aux États-Unis où Google a annoncé une nouvelle version de leur Google Glass, les numéros 2. Ils les sortent. Vous avez Samsung qui travaille avec Google pour une paire de lunettes connectées. Apple et leur projet N50. Ils y vont pas. Après beaucoup de tergiversations, ils semblent y aller. Donc ils vont sortir leurs propres lunettes connectées. Vous avez X-Reol et Vuzix aussi qui travaillent depuis très longtemps sur des lunettes connectées avec, encore une fois, projection de l'écran. Donc, pour aller faire aussi de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Et au-delà, moi, je pense des LLM on edge, enfin embarqués sur ce type de dispositif. Vous avez d'autres modèles que des modèles de langage, par exemple des modèles de reconnaissance d'objets qui font
fort utile sur ce type de dispositif. C'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, il y a la traduction, vous l'avez cité, mais tout ce qui est vision par IA... Chez Micropole, on travaille pas mal avec des industries dont les employés ont besoin de leurs mains libres. Pour, notamment dans de l'audit ou dans de l'inspection, ils ont des outils à la main et pourtant il faut qu'ils fassent leur rapport ou qu'ils aient accès à des informations. Ils ne peuvent pas le faire avec leur smartphone en plus des outils. Donc le fait d'avoir un dispositif entièrement handless, sans les mains, avec qui ils vont pouvoir communiquer, avec qui ils vont pouvoir reconnaître des objets, des choses, c'est des sujets sur lesquels on travaille déjà. Et ça qui peut intéresser pas uniquement justement le grand public, mais tout le domaine industriel, le domaine de la formation en entreprise. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de dispositif. On avait des HoloLens de chez Microsoft. Dispositif assez gros, lourd, la durabilité de la batterie qui laisse à désirer. Alors il va falloir faire beaucoup de progrès pour embarquer tout ça sur des petites lunettes, mais c'est un vrai bond technologique, je pense, qui intéressera fortement ces industries. Mais ce que vous signalez, cette question d'autonomie des devices, ça reste encore un facteur limitant actuellement. Les lunettes actuellement de Meta ont une autonomie de 4 heures et on ne peut pas les porter toute la journée. Donc tant que ce problème-là n'est pas résolu, on n'arrivera pas, je pense, à une adoption vraiment par le grand public. On restera dans des applications de niche, celles qu'on a citées qui sont très intéressantes, sûrement d'autres. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Autre vrai enjeu, la question des données personnelles, parce qu'effectivement, ces lunettes captent tout l'environnement et en particulier en Europe, ça risque de coincer. Oui, alors j'ai moi-même pu tester les Meta Ray-Ban. Alors je trouve que la qualité au niveau du son, quand on lance la musique, elle est exceptionnelle. Je m'interroge sur la faculté justement de la vision par IA, la capacité à filmer des scènes. Ça va se confronté au RGPD très très vite, tout ça. Oui, tout à fait. En même temps, est-ce qu'on ne le fait pas déjà avec notre smartphone? Vous êtes en vacances, vous filmez votre lieu de vacances, mais on vous le voit. Donc des images d'autres personnes. On voit que je filme quand même aujourd'hui, alors qu'avec des lunettes, il y a la petite loupe normalement qu'on ne peut pas désactiver et qui permet de voir que ça enregistre. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Alors, il y a un vrai sujet de confidentialité, de données privées, ça c'est certain. Est-ce qu'il est beaucoup plus risqué que ce qu'on a déjà avec les technologies de type smartphone? Je ne suis pas sûr. Puis moi, il y a un dernier point quand même qui me convainc dans le fait que ce seront des devices de demain. Cette année au CES, encore une fois, j'ai été au CES cette année et c'était impressionnant de voir le nombre de constructeurs industriels qui travaillent sur des sujets de lunettes connectées. Il y en avait des dizaines cette année. Mais en fait, je pense que tout le monde cherche le futur du smartphone. Oui, c'est ça. Et quand on voit qu'il y a des investissements à ce point-là, on se dit qu'il y a forcément un marché derrière et qu'ils ne le font pas de façon innocente. Et quand on travaille sur les grands modèles d'IA, justement, on travaille sur leur portabilité, parce que on voit aujourd'hui, on a des annonces de grands modèles qui tournent sur des PC portables. Et vous nous dites, oui, arriver dans des lunettes, ça peut être très rapide. Ce qui est clair, c'est que cette l'IA générative, ça repose carrément toute la question des interactions homme-machine. Et le device, ça fait partie de l'interaction homme-machine. Est-ce que effectivement, ça sera par les lunettes, ou est-ce que ça sera par la voix, ou est-ce que ça sera par des hybrides? Pins, on nous a montré aussi. Voilà, enfin, mais c'est clair qu'on aura cette IA qui va venir dans de plus en plus d'objets et l'IA générative est là pour repenser toutes les interactions avec les machines. Alors, c'est le deuxième sujet qu'on aborde ensemble, c'est les nouvelles promesses, donc justement de ces IA génératives, mais aussi de leurs limites. On a des premiers indicateurs qui nous disent, par exemple, Copilot chez Microsoft, ça marche pas aussi bien qu'on pensait. C'est-à-dire, c'est mis à disposition d'énormément de personnes, mais en termes d'utilisateurs, pour l'instant, visiblement, ça correspond pas exactement aux attentes. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense qu'on nous a beaucoup promis avec l'IA générative et que les acteurs comme Microsoft et les autres GAFAM nous ont un peu fait fantasmer les usages qu'on pouvait en tirer. Copilot, effectivement, quand on le déploie, et moi je l'utilise au quotidien, ce qu'on aimerait en faire et ce qu'on peut en faire à date, c'est assez différent. On est plutôt limité et frustré parfois dans l'utilisation parce que ce n'est pas encore pile poil adapté aux besoins de tout un chacun. Et c'est des besoins qui sont parfois très personnels. Moi, l'usage que j'en fais sera différent d'une autre personne qui travaille sur un projet chez Micropole. Un autre élément assez important, c'est que c'est une technologie qui évolue. En quelques mois, je crois qu'en une année, Microsoft a sorti un petit peu plus de 300 nouvelles fonctionnalités sur Copilot. C'est énorme. Donc, justement, parmi ces 300, il doit bien y en avoir une ou deux qui vont nous servir. Alors oui, mais pas en continu. En fait, ce que vous aviez ce que vous n'aviez pas il y a un mois dans Copilot, vous l'avez peut-être aujourd'hui. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut systématiquement revérifier est-ce que la fonctionnalité y est ou pas.
Et ensuite, je vous dis, l'usage est tellement personnel que des personnes vont pouvoir l'utiliser dans 20-30% des cas, peut-être 10 fois dans la journée, et puis d'autres, comme moi, vont l'utiliser peut-être sur un seul cas d'usage, de la recherche documentaire, et on n'ira pas plus loin parce que le besoin dans les autres outils de Microsoft n'est pas encore complètement intégré. Il y a la question du coût aussi quand même, non ? Il y a la question du coût, mais je pense que ça, c'est secondaire. À mon avis, il y a vraiment une question d'éducation, de faire en sorte que ça devienne naturel dans toute son interaction avec les machines. Et il y a sûrement quelque chose de générationnel, de la même manière qu'il y a les digital natives. Maintenant, on va arriver à une génération de GPT native, des gens qui sont nés avec l'IA générative et qui considéreront ça totalement naturel d'utiliser ces outils pour toutes les tâches du quotidien, donc inclus les tâches de bureautique et d'intégration. Donc, et c'est là où les copilotes feront tout leur sens d'intégration avec la bureautique. On est encore à une phase, nous, à Nighton, quand on travaille avec nos clients, où il faut encore beaucoup les accompagner sur la définition des use cases pour définir quels sont les workflows qu'on va pouvoir automatiser, sur lesquels on va avoir des gains de productivité mesurables et sur lesquels on va pouvoir déployer à l'échelle également. Est-ce qu'il y a vraiment des gains de productivité, du gain de temps aujourd'hui mesurable avec l'utilisation de l'IA générative? Parce que ça, c'est aussi une petite musique qu'on entend. Finalement, ça coûte de l'argent, c'est pas forcément hyper productif, on gagne pas forcément tant de temps que ça. Si, enfin, oui. Tout va dépendre des métiers, bien évidemment, encore une fois, mais on travaille avec certains clients qui ont déjà mis en place, pour qui on a déjà mis en place de l'IA générative. Et sur certains verticaux, dans certains métiers, sur certains processus, dans les RH, dans le juridique, vous avez des vrais gains de temps. C'est des personnes qui gagnent 20-30% de leur journée à faire autre chose parce qu'une partie de ces tâches-là ont été automatisées par de l'IA ou de l'IA générative. Donc il y a aujourd'hui des vrais gains de temps. Là où je rejoins Laurent, c'est qu'on ne fait pas tout avec de l'IA ou de l'IA générative. Et qu'il faut vraiment travailler en amont le besoin des métiers sur quelles sont les difficultés aujourd'hui et en quoi des outils d'IA ou d'IA générative peuvent venir résoudre ces sujets-là. Et non pas se dire c'est le Graal qui va nous faire gagner 50%, comme on l'a beaucoup lu et beaucoup entendu pendant un an. Quand c'est sorti en 2023, on entendait que ça va vous faire gagner, on va remplacer tous les développeurs vont aller 50% plus vite. C'est pas vrai. On gagne du temps, mais pas surtout. Et c'est vraiment avec les métiers, ceux qui sont dans le quotidien des process, qu'il faut réussir à analyser l'usage qu'ils vont avoir de l'IA générative. En tout cas, sur les développeurs, là, il y a un gain de temps qui est absolument immédiat. Les ingénieurs dans mon entreprise à Lighton disent qu'ils gagnent entre 20 et 30% de temps simplement à utiliser de l'IA générative, ce qui est absolument énorme. Et demain, avec le déploiement d'agents, ça sera encore plus marqué que ça. Donc on va parler d'ailleurs après, pour ceux qui continuent à rester avec nous, on parlera justement de coder avec l'IA juste après. Moi, j'ai été bluffée par la nouvelle application qui a été mise en ligne par Google, Notebook LM. Qui permet de compiler énormément de données, de retrouver les sources, parce que ça, c'est quelque chose d'important quand on utilise des IA génératives. On aime bien quand même savoir à quoi on peut se référer. Et de créer des podcasts, en fait, de faire des retranscriptions du résumé de manière audio avec 2 personnages. C'est hyper réaliste, ça se fait en 5 minutes à peine. Là, c'est un peu vertigineux. Là, j'ai envie de dire, là, moi, j'y crois aux promesses de l'IA générative. Ça peut transformer véritablement profondément des usages, des métiers. Mais pour autant, est-ce que vous pensez, je vais être provocateur, mais est-ce que vous pensez que ça remplacera le métier de journaliste ? Non, parce que les podcasts, c'est pas que ça. C'est ça. C'est pas que de l'information, de l'enquête et de la pédagogie. Exactement. C'est un vrai bond technologique. Ça permet d'aller plus vite peut-être sur la mise à disposition sous forme de podcast de l'information. Pour autant, ça ne remplacera pas un métier. Le métier sera toujours là, aidé, guidé par un nouvel outil qui est l'IA générative. En revanche, d'intégrer une partie justement de cette technologie dans son podcast nativement. Enfin, je veux dire, ça permet de réfléchir à d'autres façons de faire, en fait. Ça ouvre le champ des possibles. Tout à fait. Si l'IA est faite uniquement pour refaire de façon automatisée ce que vous faites avec vos processus humains, finalement, c'est assez limité. Maintenant, il faut penser un cran au-delà, de se dire... on a cette technologie absolument extraordinaire. Quelle nouvelle façon de travailler ça va me donner ? Et ça va vous... là, ça ouvre l'univers des possibles. On voit ce qui est possible maintenant, ce qui sera possible demain. Et là,
notamment avec les agents intelligents, il va y avoir des possibilités qui sont assez vertigineuses. Mais justement, comment on fait pour penser ce demain? C'est ça, en fait, c'est tout l'enjeu de trouver les killer applications. Hein. C'est de se dire, je suis capable d'inventer quelque chose, un usage que je faisais avant d'une certaine façon et qui sera totalement différent demain. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises là-dedans? Parce que j'imagine qu'elles pensent substitution au départ. Alors au départ, c'est oui. Moi, les premières questions que j'avais de la part des clients, c'était combien on va remplacer de personnes dans mon entreprise grâce à l'IA. Ça se passe pas comme ça en fait. Comme on le disait, c'est plutôt quels vont être les sujets qui vont pouvoir être accélérés par l'IA. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de killer app. Enfin, il y a des killer apps d'IA générative, mais on n'a pas trouvé le cas d'usage où l'IA générative devient incontournable. Par contre, il existe tout un tas de tâches sur lesquelles l'IA générative a un sens, et notamment avec les agents, où on va pouvoir, maintenant, on peut exécuter les actions. C'est pas simplement une chaîne de pensée où on vient générer du texte ou des images à la chaîne. C'est vraiment, on réfléchit, enfin l'IA générative réfléchit, lance une action dans d'autres outils, vient passer la main à un autre agent, et ça, l'IA agentique est un vrai sujet. Et ça se travaille vraiment avec le besoin métier. Encore une fois, j'insiste sur le sujet parce que c'est vraiment la façon dont on doit aborder ce type de sujet. Et un autre élément, je pense que ce ne sera pas Copilot de Microsoft qui va tout révolutionner. Quand on pense à Paradigme de chez Lighton, de Laurent, c'est grâce à des petites solutions comme ça, alors déjà d'une part souveraine française et dont la protection de la donnée est quand même un petit peu plus, on se sent plus à l'aise avec ce type de solution qu'avec les grands GAFAM, et qui sont suffisamment flexibles justement pour pouvoir créer tout un tas de multi-agents qui vont répondre non pas globalement à un sujet, à un métier, mais tout un tas de petites tâches dans un métier. Et probablement. Un mot, Laurent. Probablement, on va pas moins travailler, on va pas avoir moins de personnes qui travaillent. On va juste s'attaquer à des problèmes plus complexes et on aura des outils qui nous permettront d'être plus créatifs et plus efficaces. Mais c'est probablement ce qui va arriver. Merci beaucoup Laurent Daudet, directeur général cofondateur de Lighton, d'avoir été avec nous, et Jérôme Malzac, directeur de l'innovation, expert en IA générative de Micropole. Merci encore.